il faut leur dire la vérité. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'information à l'actualité en débat. Depuis que nous sommes rentrés en 2022, c'est la première fois que j'ai les deux doyens avec moi. Ils me font tellement rire. Bonjour à vous. Je commence par qui? Eladj Tchabouré Bouraïma, ils vous connaissent déjà, mais bon. C'est vrai. Le directeur de publication du journal Le Messager. Oui, bonjour Anita, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment, que ce soit en direct ou sur la toile également. Et je profite de l'occasion, comme vous venez de le dire, je crois que c'est la première fois que nous venons sur ce plateau pour cette année. Justement, donc je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonne et heureuse année à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous aident. Parce que c'est un encouragement quand les gens vous suivent et après tout ils vous font des remarques, après tout ils vous disent que ça. Je pense que c'est quand même encourageant, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans ce que nous faisons et de nous corriger. Donc tout ce que je souhaiterais pour ces téléspectateurs et pour tous les Togolais, de façon générale, c'est la santé. Je crois que s'il y a la santé, on peut prétendre faire tout. C'est la santé, que Dieu fasse en sorte que cette année, qu'on puisse quand même commencer par conjuguer cette épidémie au passé. C'est très important. Et santé également à l'administrateur de E47. À toi également, Anita, je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne santé. Également à tous tes collaborateurs, à tous ceux qui t'assistent dans cette émission, que tout le monde se porte bien pour que l'émission puisse continuer, pour que nous puissions quand même continuer par apporter le peu que nous pouvons faire pour l'évolution du pays. Je pense que c'est important. Avec ces remarques, comme je l'ai dit tantôt, tout ce que nous avons fait, les gens nous ont suivis, ils nous ont fait des remarques, ils ont écouté ce que nous avons dit et ils se sont servis de ça pour pouvoir vivre au quotidien. Voilà ce que je pouvais dire. Et encore une fois, bonne et heureuse année à l'administrateur, mais que l'administration ne nous oublie pas, parce que j'ai comme l'impression que la fête s'est passée et que nous avons été carrément mis à l'écart. On va en parler. Ok, d'accord. Alors, le vieux, comme j'aime l'appeler, Abbas, bonjour, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Heureuse année à vous. Bonjour Anita. Je pense que on doit démarrer bien cette année puisqu'on a pris des congés et après quelques jours de repos, on reprend avec l'émission. À tous les niveaux, lorsque c'est la fin de l'année, on prend souvent les congés. J'espère que c'est ça qui a fait que les téléspectateurs ne nous ont plus vus sur le plateau. On reprend et on leur souhaite une bonne heureuse année parce que le mois de janvier est réservé aux souhaits. Moi, je n'ai rien à souhaiter que la santé, rien que la santé. Tous les techniciens, et journalistes, et promoteurs, directrices de E47, je leur souhaite une bonne santé et des promotions également pour que cette émission puisse avoir aussi beaucoup d'audience. On espère que cette année la télévision va s'étendre également pour que les gens puissent nous regarder en direct comme ça se fait sur les antennes locales. On espère qu'avec ces souhaits de bonne santé, tout le monde va réaliser ce qu'il y a à réaliser. Je souhaite également la santé à toutes celles qui nous suivent. Comment à toutes? C'est bizarre. Non, qu'est-ce qui t'étonne, Anita? Qu'est-ce qui t'étonne? C'est Abbas. C'est Abbas. Je ne vais pas parler. Pas de commentaires, ça, bonne santé. Merci à vous d'avoir accepté, accompagné cette émission-là. Merci pour le partenariat. J'aime vraiment vous voir chaque jeudi pour débattre de l'actualité. On commence avec la presse, avec la sortie du PPT. Le patronat de la presse réclame l'abrogation de 3 dispositions du Code de la presse votées en janvier 2020. Tchabouré, dites-moi, c'est possible? Oui, je pense que, il faut le dire, Anita, il n'y a aucun texte qui est figé. Les textes évoluent avec le temps et nous en avons vu. Ce n'est pas la première fois. Lorsque le Code de la presse et de la communication avait été mis en place,
on a eu à le retoucher à maintes reprises, Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un test qui est figé. On peut peut-être le retoucher. Lorsqu'à un moment donné, on se rend compte que ça ne cadre pas avec les réalités actuelles, on peut quand même le retoucher. Pas seulement au niveau de la presse et de la communication, pas seulement au niveau des médias, mais dans tout texte de façon générale. Vous avez vu, les constitutions ont été changées, vous avez vu d'autres textes organiques au niveau de la AXA a été retouché. Ça veut dire qu'on peut peut-être changer. Lorsque soit le législateur ou bien les autorités, ou bien également, ça peut émaner comme le PPT l'a fait, c'est une initiative qui a été prise, et que moi je dis, c'est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, si les gens estiment que ce test ne cadre pas avec les réalités, avec un certain nombre de faits, surtout vu que cette année, avec les médias, ça n'a pas été rose. Donc les gens ont peut-être se sont ravisés, ils se sont dit que non, avec l'application des tests, ça nous pénalisait. Donc ils ont fait. Moi, j'appelle ça proposition. Maintenant, ce que moi je peux peut-être critiquer dans cette démarche, c'est que j'aurais aimé que cela soit fait, c'est-à-dire l'initiative soit prise de façon collégiale avec toutes les autres associations. Je crois que sur certains plateaux, on a eu à débattre, et ceux qui ont pris cette initiative de faire cette sortie, ils nous ont fait comprendre que tout le monde avait été invité. Mais là où moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il fallait quand même commencer par une campagne médiatique avant d'en arriver là? Parce que lorsque vous faites le constat, il y a plusieurs médias qui, évidemment, appartiennent au PPT, qui ont commencé par matraquer, si je peux l'appeler ainsi, faire une campagne médiatique, parce que toutes leurs sorties dans la semaine, ça s'est attaqué à ce sujet. Et comment? C'est-à-dire que c'est comme on a comme l'impression qu'on présente le pays comme étant un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Franchement, ça fait mal. C'est notre pays après tout. Moi, j'aurais peut-être aimé qu'au lieu de faire cette campagne médiatique, que les gens puissent s'asseoir, faire tout possible pour associer toutes les organisations de presse, prendre des initiatives, parce qu'il y a des voix pour pouvoir nous faire entendre. Pourquoi ne pas élaborer une démarche auprès des autorités? Et je ne crois pas que les autorités ont leurs portes qui sont fermées. Non, les autorités certainement vont nous écouter, et pour pouvoir mettre sur la table nos inquiétudes et qu'on puisse discuter. Mais le fait déjà de commencer par une campagne médiatique, et de quelle manière? Le fait, c'est qu'on a comme l'impression qu'on est en train d'exposer notre pays. Ça, en tout cas, c'est comme ça, moi, je le vois. On est en train d'exposer notre pays en matière de liberté, ce qui n'est pas en réalité le cas. Aujourd'hui, il faut dire que nous avons fait... Ensuite, ce qui s'est passé en décembre avec les deux confrères. Je suis d'accord. C'est pourquoi je disais qu'on devrait peut-être nous retrouver et discuter. Parce qu'il faut le dire, à un moment donné, nous devons également nous remettre en cause. Si on en est arrivé là, c'est parce que, d'une part, nous avons une part de responsabilité, si je me permets cette tautologie, et que nous devons nous remettre en cause à un moment donné pour se dire ce qui se passe. Est-ce que nous n'avons pas fauté à un moment donné? On ne peut pas dire que tout est rose, que tout ce que nous faisons, c'est bon, mais en notre sein, il y a quand même des soucis. Si on doit faire allusion aux deux confrères, il faut dire aussi que on s'est attaqué à la vie privée de certains. Justement, c'est ça. C'est pourquoi je disais qu'il faudrait quand même que nous remettions en cause. Mais la démarche, moi je l'ai appréciée, mais c'est la manière dont les gens se sont pris, en commençant d'abord par exposer le pays, comme s'il n'y avait pas de liberté de presse, comme si le pays, la presse était carrément muselée, et ce qui n'est pas le cas, parce qu'il faut le dire, je reviens et j'insiste là-dessus, depuis un certain temps, et vous avez vu dans les différents rapports, notre pays a été cité comme étant un pays qui a fait quand même de l'amélioration au niveau des médias, au niveau de la liberté d'expression. Et ça, c'est un pas. Moi, je dis, je ne suis pas contre
la démarche, vous mais n'êtes pas je suis d'accord quand même Vous êtes contre contre la la méthode, procédure. la procédure. On ne devait pas quand même exposer notre pays, commencer par faire une campagne médiatique de cette manière avant d'en arriver là. Peut-être qu'on se dit qu'avec la campagne médiatique, tout ira bien. Abbas, vous êtes responsable, vous faites partie des responsables de l'OTM. Les règles qui ont été fixées, tout ce que dénonce le PPT aujourd'hui, est-ce que ce sont les responsables des organisations de presse qui se sont fixés ces règles-là avant que cela ne soit adopté, ou bien comment ça s'est passé? Quelles règles? Le nouveau test de la communication, non? Quand le test de la communication a été élaboré, il a été soumis aux différentes organisations de presse pour lecture. C'est ce qui veut dire que la démarche au niveau du gouvernement était inclusive. De ne pas faire de telle sorte qu'on dise que le gouvernement a unilatéralement modifié le test. Et ces études au niveau des organisations de presse ont fait l'objet d'un atelier de validation à Palémé. Donc à la suite de ces ateliers où les gens sont allés à Palémé, les responsables d'organisation étaient à Palémé pour valider. Est-ce que les responsables du PPT étaient là également? Ils étaient là, tout le monde était là, puisque le PPT aussi a eu le test. Tout le monde était là, le Syngit, le CONAP, l'OTM, Uratel, Atopel, tout ça là, ils étaient là. Donc ils ont eu le test, le travail au sein de leur organisation avant l'atelier de validation. Donc tout ça là, ça devait faire objet de discussion là, surtout les tests qui sont objet maintenant problème. Les articles 5, 3, 5 et 156, comme on est en train de les citer. Donc, il y a des problèmes. C'est depuis là-bas qu'on devait relever ça. Mais lorsque nous sommes renseignés, on nous a dit qu'ils ont émis des réserves sur ces textes et que dans le rapport, il a été dit qu'ils vont faire la synthèse de toutes les interventions et aller soumettre à l'Assemblée nationale. Voilà que ça arrive à l'Assemblée nationale. Non, allez soumettre d'abord au gouvernement pour un projet voilà. Et le gouvernement va envoyer. Donc finalement, le projet de loi a atterri à la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a étudié. Et effectivement, avec aussi la représentation des organisations de presse qui ont étudié. Normalement, on devait relever ça parce que nous sommes laissés tomber dans le piège. Il faudrait qu'on insiste. Parce qu'entre-temps, on nous disait que nous, on voulait faire ça, mais ça ne serait pas applicable que lorsque c'est un journaliste qui est en faux, c'est le code de la presse et de la communication qui lui est appliqué. Mais on a parlé des réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, même si c'est les réseaux sociaux, il est journaliste après. S'il détient la carte de presse, il est journaliste. On ne peut pas lui appliquer le droit pénal, la procédure pénale. C'est le code. Nous avons un code de la presse et de la communication qui est là. On le fait parce que le code de la presse dit qu'on ne détient plus un journaliste en prison. C'est ça qu'on devait appliquer. Même si les réseaux sociaux sont écartés, on devait les laisser, surtout le dernier cas qui est arrivé avec Ferdinand et Joël Lega, on les laisse à la maison et on les écoute. Juste. On ne les prend pas pour les emprisonner. Donc c'est ça qui est actuellement à jour. Sinon, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas tous les réseaux sociaux qui sont pas. Parce qu'il y a les médias en ligne qui sont des réseaux sociaux. Donc les médias en ligne aussi travaillent. Donc il y a des médias en ligne qui sont pris en compte. Il y a des blogs qui ne sont pas pris en compte. Il y a certaines choses qui ne sont pas prises en compte. Le cas de l'autre journal. Si l'autre journal de Ferdinand était enregistré à la HAC, ça ne poserait pas de problème. C'est comme le souci aujourd'hui, c'est d'avoir ces réseaux sociaux accompagnés de nos médias habituels, mais les déclarer au niveau de la RAC, c'est ça Oui, c'est ça le problème. Parce que si l'autre journal était une suite de l'alternative, du journal alternatif, il n'y aura pas de problème. C'est parce que l'autre journal, c'est un truc sur les réseaux sociaux non reconnu au niveau de la RAC. Et c'est ça qui a posé problème. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas la peine qu'on mette les journalistes en prison après cette histoire-là. On devait les écouter. Comme on les a libérés actuellement,
Et si on a besoin d'eux, on les convoque au niveau du juge d'instruction, au niveau du parquet pour les écouter. Mais c'est le fait de les mettre en prison. Et ça là, c'est les articles là qui ont été mal fignolés. Parce que nous avions, depuis 2004, le code de la presse qui est apprécié de par le monde entier. Et à partir de ça, il y a le Sénégal qui est venu même nous s'inspirer d'ici. Il y a le Burkina Faso qui est venu s'inspirer également d'ici. Et les gens se sont dit comment on a fait pour arriver à adopter ça. Et finalement, on ne comprend pas avec l'apparition de... Comme on le dit, aucun test ne reste jamais figé. Il suffit des modifications par rapport à l'évolution de la situation. Abbas a dit quelque chose de très intéressant et je voudrais qu'on revienne là-dessus. Abbas a dit que nous nous sommes fait piéger. Et je pense que effectivement, nous nous sommes fait piéger. Et c'est un peu dommage que... penser un peu à l'évolution de... Oui, et en plus, c'est un peu dommage que au sein de nos organisations de presse, nous n'avons pas un conseil juridique. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un pour nous donner des conseils lorsqu'il s'agit d'évoluer dans ces textes. Tout ce que nous faisons, on se limite à nous, organisations de presse. En principe, chaque organisation de presse devrait avoir en son sein, même si ce n'est pas en son sein, en aparté, quelqu'un qui leur donne conseil lorsqu'il s'agit des textes. Nous sommes allés à Palimé, on a évolué avec des propositions, et on a laissé, le texte est passé. C'est vrai que justement par rapport aux états généraux de la presse, vous avez participé. Nous y étions. Qu'est-ce que vous avez sorti de concret pour que ce code de la presse soit adopté en 2020? On a dit Dieu merci, aujourd'hui ceci se passe. Tout ce qui a été sorti là-bas, Anita, on a été piégés. On a été piégés parce que on aurait pu peut-être avoir des conseillers qui auraient attiré notre attention sur ces articles dont il est question. Et puis effectivement, j'ai cru savoir que le Saint-Gis avait fait les remarques, parce qu'il y a une mise au point qui a été faite sur les réseaux sociaux par le secrétaire général du Saint-Gis, Isidore Kouonou. Le Saint-Gis avait fait des remarques sur ce point et il semble qu'on avait dit au Saint-Gis que toutes ces remarques, comme Abbas venait de le dire, seraient reversées et que c'est au gouvernement maintenant de faire le tamis et autres. Et j'insiste là-dessus, dans sa mise au point, Isidore Kouonou disait qu'au niveau du vote à l'Assemblée nationale, le Saint-Gis n'y était pas. Sinon, ils auraient pu peut-être insister là-dessus. Quand cela ne tienne, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a problème. Il y a problème. Donc, c'est là-dessus que nous... Oui, nous nous sommes fait avoir. Maintenant, quand il y a problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que de façon responsable, on prend des initiatives. Et ça, c'est pourquoi je dis que j'adhère à l'initiative de nos confrères. Attends, je vais terminer, Anita. J'adhère à l'initiative de nos confrères du PPT. Mais seulement, c'est dans la pratique. Justement, c'est par rapport à ça que je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'auparavant, le PPT a eu à faire signe? Aujourd'hui, quand on parle d'organisation de presse, on pense au CONAP, au PPT. Oui. Est-ce que le PPT au moins a fait appel au CONAP? Selon les informations que nous avons eues... Nous voulons faire une telle sortie, nous sommes contre tant. Oui, selon les informations que nous avons eues, je pense que le PPT a fait ces démarches. Il semble qu'il y a eu des lettres, des correspondances qui ont été même adressées aux responsables des différentes associations. C'est vrai, c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, là où moi je critique un peu le PPT, c'est cette campagne médiatique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train d'exposer notre pays dans ce sens? Lorsqu'on fait comprendre à la communauté internationale, oui, je suis d'accord. Les gens veulent faire une chose et leur contraire. Nous sommes aujourd'hui en train de critiquer la CEDEAO par rapport aux actions, par rapport aux mesures qui sont prises à l'encontre du peuple Mali, qui est un peuple frère, qui est au sein de l'organisation sous-régionale, qui est un pays africain. Mais au même moment, aujourd'hui, on est prêt à adhérer dans cette démarche, ou bien le fait qu'on expose notre propre pays au banc des accusés sur la scène internationale. Non, je pense qu'on aurait pu faire les choses autrement. Et ça, c'est ce que je l'ai dit, je suis là-dessus. On aurait pu faire les choses autrement, réunir, comme ils l'ont dit, envoyer des correspondances et réunir, au moins faire des réunions et ensemble
avec toutes les organisations de presse, décider de la démarche à suivre. Mais on ne peut pas sortir du jour au lendemain voir qu'on est en train de dire qu'au Togo, la liberté de presse n'y est pas, tout ça là, et on voit comme c'est une campagne. Vous avez vu comment ça s'est déroulé toute la semaine. Et ça, c'est là que je dis, moi j'ai critiqué la démarche. On a comme l'impression que les gens le font sciemment, et c'est ça qui n'est pas bien. Sinon, les tests qu'ils ont, les différents articles qu'ils ont évoqués. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on puisse les revoir. Vous êtes d'accord que vous, responsable de presse, vous vous êtes fait piéger? Non, c'est fait piéger. Ça, il faut le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Malheureusement, on s'est fait piéger. Mais ça arrive, l'erreur n'est pas l'erreur est toujours humaine. Dans tous les cas, même si on fait ce piéger là, on peut modifier. Ça peut aller. Ça peut aller parce que quand vous prenez le test de 1998, qu'on appelait loi Panou. Loi Panou, ça emprisonnait les gens, amenant un journaliste, s'il a fait un délit, comme un délit de presse, il fait 5 ans de prison. C'est ce qui est dit, 5 ans. Nous avons mené des démarches, on n'est pas sorti faire des tapages. C'est pas ce qui a conduit le feu. Ouais, nous sommes arrivés à la chose au niveau du combat du peuple à la prison. Du chef de l'État. En 2003, on a mené les journalistes en prison. Donc, avec la loi Panou, on a fait des démarches auprès du chef de l'État, en sous-master Lugitz et Iratel, plus d'autres organisations. L'OTM également. Bon, l'OTM, oui. Donc, on est allé voir le chef de l'État, fait Yadima, par 2 fois. Et c'est ça qui a conduit à la modification de la loi par Pitan Tchala, qu'on a nommée loi Pitan en 2004, qui dépénalise la presse. Et donc, depuis 2004, aucun journaliste ne peut être mis en prison. Et c'était une loi exemplaire dans la sous-région. C'est pour cela que nous disons, par rapport à ça, là, il y a des activités souterraines qu'on est en train de mener au lieu de faire des tapages. Parce que justement, il faudrait le préciser parce que le CONAP, l'OTM et autres, là, il faudrait le dire parce que les gens nous suivent et parce que les gens vont nous écouter. Ils sont en train de faire des démarches de façon souterraine pour pouvoir faire comprendre à l'autorité qu'il y a problème. Voilà, c'est là. Est-ce que vous avez associé, ou bien est-ce que ces organisations ont associé le PPT? Parce qu'aujourd'hui, c'est le PPT qui sort et... Non, le PPT, je vais te dire pourquoi le PPT est sorti. Le Togo sera écouté le lundi prochain à l'examen périodique de universel. Donc cette campagne-là entre dans cette initiative de écoute de choses. Donc c'est ça qui est dommage. C'est pour cela que Tchaboulé disait quelque chose que pourquoi cette campagne médiatique. J'ai dit, si c'est ça, pour faire écouter, pour mettre aussi les doléances de la presse au niveau de l'EPU, ça aussi c'est bon. Mais la démarche devait être inclusive. On ne peut pas faire les choses en aval et inviter les organisations de presse que venez, nous avons une déclaration à faire. La démarche n'a pas été faite en amont pour que tout le monde soit impliqué, parce que tout le monde est d'accord que les textes qui sont relevés par le PPT sont des textes qui méritent d'être retouchés. On ne peut pas... Les démarches se font dans les coulisses. Les démarches se font depuis même l'emprisonnement de ces deux confrères. On a fait commencer par faire des démarches parce qu'il faudrait qu'on fasse la réélecture de ce texte-là. Et c'est ça qu'on voulait faire. Mais maintenant, on ne peut pas profiter d'une occasion. C'est-à-dire que le Togo va aller au niveau de l'examen périodique universel là. Et on sort des déclarations, on fait des tapages pour montrer que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Mais il faut que ça soit un peu inclusif, comme on le dit, et que tout le monde soit d'accord que c'est comme ça, ça va se passer. Il ne faut pas salir l'image du pays. Parce que là, quand on prend la liberté de la presse au Togo jusqu'à ce jour, je pense qu'on a le meilleur code. On a le meilleur code de la presse. Seulement que c'est en 2020 qu'on a... Avec cette sortie, dites-moi, avec cette sortie, et si les élus du peuple disent qu'ils ne vont plus retoucher à ça? Non, ce n'est pas aux élus du peuple qui disent qu'ils ne vont plus retoucher, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a introduit le test à l'Assemblée nationale. Donc c'est le gouvernement qui va dire, qui va juger par rapport aux actions que nous menons
pour dire que bon, on va revoir ces tests-là. Maintenant qu'on salit l'image du pays. Non, c'est pas une qui salit, on ne salit pas l'image du pays, c'est leur sortie est bonne. Matraquage, c'est bon, mais c'est qu'il faut mener des actions en jeu parce que quand nous menons ces actions-là, il ne faut pas faire. J'ai dit peut-être dans quel cadre ça a été fait. Quand j'ai dit ça, il y a des gens qui s'en sont pris à moi que pourquoi j'ai dit que ça entre dans le cadre. Ça entre effectivement là-bas. Mais nous ne sommes pas des enfants. Rapidement, et puis on passe à la revue de titres. Nous ne sommes pas des enfants. On sait lire entre les lignes. Et puis on n'est pas nés d'aujourd'hui. On est de la vieille génération. Lorsqu'on veut parler des doyens de la presse, quand même aujourd'hui, nous faisons partie. Et quand il y a des choses qui se dessinent, on peut quand même les déceler. Et je pense que je l'ai dit tantôt et je continuerai par le dire. Il y a des choses qui se font. Il ne faudrait pas que nos actions puissent braquer l'autorité. Si vous comprenez, vous venez de dire quelque chose tout à l'heure, vous vous êtes posé la question, et si, par rapport à ces actions, les députés refusaient de voter le texte, ça va commencer d'abord par le gouvernement. Et moi je l'ai dit, je ne pense pas que les portes du gouvernement sont fermées à nous. On aurait pu faire les choses, procéder autrement, aller discuter avec les membres du gouvernement, élaborer un document et demander des audiences, faire un lobby d'une manière générale, et maintenant après, lorsque le gouvernement va refuser, peut-être en ce moment, les gens peuvent commencer par faire leur campagne médiatique. Et c'est pourquoi nous nous interrogeons. Et c'est là, je reviens à Batissaga pour dire que ces sorties, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et puis c'est cela que je trouve dommage qu'on puisse se comporter comme ça, qu'on puisse quand même exposer notre pays, ou bien les gens. Moi, je ne sais pas quel plaisir les gens trouvent en le faisant, mais on aurait pu procéder autrement. Et moi, j'espère qu'avec ça, ce sont des critiques que nous menons, ça c'est vrai, ceux qui l'ont fait vont nous écouter, ils peuvent faire leurs critiques comme ils le veulent, moi je l'assure, mais je pense que c'est ensemble, avec toutes les associations de presse, qu'on peut peut-être réussir, parce que de par le passé, nous avons posé de ces actes qui ont porté leurs fruits. Donc, seuls, moi j'ai eu à poser la question à un membre du PPT pour savoir si seuls ils peuvent arriver. Moi, je lui ai posé la question. Je l'ai dit. Est-ce que seul il peut arriver Ce n'est pas évident. Même s'il faut discuter, on va appeler tout le monde. Et c'est pourquoi moi je dis, j'apprécie un peu la démarche. Il y a certaines associations qui travaillent mais qui ne font pas du bruit. J'apprécie un peu la démarche de l'OTM et du CONAP et d'autres associations qui sont en train de faire des démarches depuis longtemps, depuis l'histoire de nos deux confrères. Qu'on a déploré, les gens se sont mis, les gens ont travaillé là-dessus pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à faire pour que désormais, que ce soit le code de la presse de la commission qui soit appliqué aux journalistes et non le code pénal. Nous tous nous avons déploré. On estime que le journaliste n'a pas sa place en prison. Et vous avez vu comment nous avons réagi. Certains ont réagi de façon silencieuse, d'autres ont voulu faire des tapages. Mais je pense que nous tous, au-delà de tout, nous poursuivons le même objectif. Nous sommes des journalistes et que ce sont les questions des journalistes qui sont aujourd'hui sur la table et on doit les défendre. Alors, Abbas, un mot rapidement et puis on passe à la revue des titres. Ouais, je pense que, comme on le dit souvent, une seule brindille ne fait pas le valet. Et que quelqu'un ne peut pas croire que dans cette floraison d'associations de presse prétendre dire que je fais tapage pour obtenir gain de cause. Le tapage et la pression n'ont jamais donné de résultats concrets comme ça. Parce qu'on sait comment les gens se comportent au niveau de la corporation. Quand nous disons la vérité, ce qu'il y a, les gens ne veulent pas comprendre parce qu'ils sont dans leur logique. Nous sommes d'ici, c'est dans le cadre de l'EPU. C'est bien, parce qu'une fois de plus, on va parler de la presse là, mais que ça ne soit pas une occasion pour salir l'image du pays par rapport à la liberté de la presse ou tout d'autres. Je pense que ces articles-là, et ce n'est pas les seuls articles, parce que nous avons fait, une fois on a dit que le nouveau code de la presse, voté en 2020, a beaucoup de pièges en son sein. Il y a beaucoup de pièges qu'il faut relire. Et maintenant, au niveau de la HAC n'a rien fait. Non, la HAC, ça... Quand vous avez remarqué qu'il y a eu des pièges, est-ce que vous avez fait des démarches? C'est ça, il dit, au niveau de l'atelier de Palémé, il faut faire le distinguo entre les états généraux
et l'atelier de validation pour l'adoption. Les états généraux, on les a faits, on a pris des dispositions. Un comité a été mis en place pour le suivi des recommandations. Ce comité a arrêté de travailler parce que le ministère de la Communication ne veut pas prendre un arrêté pour le reconnaître. Donc, ce n'est pas les recommandations des états généraux de la presse. Il y a un atelier de validation. C'est l'atelier de validation de ce nouveau texte-là qui est en train d'être discuté. Parce que c'est là qu'on a posé le piège. À 2014, aux états généraux de la presse, on n'a pas demandé à ce qu'on modifie la loi de notre texte de la communication. Non? On a demandé beaucoup de choses, notamment l'augmentation de l'aide de l'État à la presse, comment les organisations de presse pouvaient se fédérer et comment travailler. Mais on a dit que nous avons un bon code et qu'on ne peut pas le toucher. Mais finalement, avec la floraison des réseaux sociaux, tout ça, là, on dit que comme les choses évoluent, il faut aussi revoir comment le test par rapport aux réseaux sociaux et au fonctionnement des journalistes. C'est ce qui s'est passé. Et on a fait ça. Mais pour le moment, je pense que si on continue de faire les tractations et les coulisses au niveau des choses, quand on parle des coulisses, les gens ne veulent pas entendre parler. Or, quand ils font des tapas, ils ne peuvent pas aller là-bas. Je crois qu'il faut éviter quand même de donner raison à ceux qui essaient de nous inféoder aux politiques et autres. Et vraiment, ce qui s'est passé avec cette sortie, les gens sont en train de parler. Et puis nous avons également des trucs d'information qui ont tendance à faire croire qu'il y a certaines organisations des droits de l'homme qui sont derrière, qui sont derrière et qui ont peut-être financé cette activité, financé cette campagne. Donc vous avez vu, de lundi à vendredi, toutes ces sorties, certains même ne paraissaient pas, certains m'ont déjà apparu, ils sont revenus pour paraître, justement spécialement pour pouvoir... Certains ne paraissaient même pas. Voilà, spécialement pour pouvoir faire ça. Et avec le même titre. Avec le même titre, c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est dommage, c'est là où moi j'ai vu un peu le truc déplacé et je pense que les gens eux-mêmes ils vont se rendre compte. Après tout, c'est le Togo, hein. Après tout, c'est le Togo. On peut peut-être critiquer. C'est vrai, on ne dit pas que tout est rose. On peut peut-être critiquer, mais d'une manière ou d'une autre, on peut peut-être entreprendre. C'est le Togo. C'est le Togo. Comment ça marche? Nous allons marquer la pause et on revient pour la une des journaux. Madame, s'il vous plaît, sans masque, vous ne pouvez pas rentrer. Soyez les bienvenus, s'il vous plaît, lavez-vous les mains là-bas, monsieur. Mais depuis qu'on a commencé tout ceci, avant on venait, on entrait sans protocole. Oui, mon frère, depuis le problème de coronavirus, l'OTR respecte les consignes données par le gouvernement et des autorités sanitaires. Lavage des mains, port de masque, la distanciation sociale et autres. Wow! Oui, ils se préoccupent de la santé de nous, leurs contribuables, et de la population. Mais c'est bien! En nous protégeant, ils se protègent aussi. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, réajustez votre masque. Ah, merci. Respectez aussi les 1 mètre de distance. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, respectons les consignes données par les autorités sanitaires. Ceci est un message de l'Office togolais des recettes, OTR, fédéré pour bâtir. Alors, retour sur ce plateau, on continue. C'est vrai, on parlait de la presse togolaise. Maintenant, on va faire la une des journaux. Je commence avec qui pour ne pas faire de jaloux aux journaux. Commence par toi. Mon. Commence. Mon. Il faut terminer, Amas. Prends par ton DG. Non, attends, il n'y a rien à se passer ici. Commence par moi, par ton bien-aimé. Voilà. Il faut le dire. Ok, nous commençons avec le Mania libéré, vous l'avez appris depuis... non, c'est le messager. Non, le messager. Finalement, j'ai compris que tu me trompes. Non, ce courage-là. C'est pas gratuit, hein.
Alors, le message, depuis un certain temps, vous l'avez appris désormais sur nos motos, nous devons porter tous les deux les casques. Et bien, le messager s'est intéressé au sujet. Le port de casque sera obligatoire désormais pour les deux passagers de moto. Eh bien, Tchabouré, on fait quoi de l'excès de vitesse? Parce que vous pouvez avoir vos casques, mais l'excès de vitesse, c'est la principale cause des accidents sur nos routes. Oui, je crois qu'au cours de la conférence de presse qui s'est tenue le jeudi surpassé, par les deux ministres, je parlais du ministre Atia et du ministre de la Sécurité, tout a été évoqué. Tout a été évoqué. Ce n'est pas nécessairement et obligatoirement le port de casque, mais il y a également l'excès de vitesse. Et vous savez, l'excès de vitesse, il y a la police et la gendarmerie qui sont là. Pour ça, les forces de l'ordre sont là pour contrôler. Et je pense qu'il y a un travail qui va être fait également dans ce sens pour accentuer le contrôle avec les forces de l'ordre et les forces de sécurité. Par rapport au casque, vous aurez pu constater que depuis un certain nombre d'années, il y a eu un laisser-aller. Quand bien même le casque était obligatoire, il y a un laisser-aller. Vous allez voir un engin en deux roues ou bien un utilisateur d'engin en deux roues. Le seul, ils sont deux sur la moto et peut-être c'est le conducteur seul qui porte le casque. Ce qui n'est pas bien. Et lorsqu'il y a un accident, je pense que c'est les deux. Vous avez pris Gozem. Justement, les deux qui sont sur la moto qui subissent la conséquence. Donc, je pense que la mesure, elle est la bienvenue, elle est bien prise. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, et c'est ce que nous avons toujours dit, dans notre pays, on prend une mesure, mais au niveau de l'application, au niveau du contrôle, il y a problème. On commence les premiers jours, les premières semaines, 2-3 mois après, on voit que le contrôle s'estompe. Les mêmes dispositions il y a quelques années. Et ça s'estompe. Moi, je pense que ça, c'est la faute. De ce côté, c'est la faute à nos dirigeants. Il va falloir que lorsque vous prenez une décision, et qu'on doit l'appliquer, qu'on l'applique de façon totale et de façon durable. Lorsqu'après, ça va rentrer dans les habitudes des populations, peut-être vous allez un peu dévisser, c'est peut-être, mais pourquoi même dévisser? Pourquoi même déviser? Parce que quand vous dévisez, vous ne savez pas ce qu'il en sera. Je pense qu'il faut l'appliquer dans sa globalité et dans sa totalité. Il ne faudrait pas qu'on commence 1-2 semaines après et on voit que dans son application, ça s'estompe et les gens continuent par faire ce qu'ils veulent. Non. Pour que ces décisions qui ont été prises, pour que ça porte les fruits, pour qu'on puisse voir d'ici 2-3 mois que le nombre d'accidents est tombé, il va falloir que la décision qui a été prise soit suivie de façon totale, de façon globale, et qu'on puisse punir les gens. Qu'on punisse les gens conformément à la loi. Et quand ça va se passer comme ça va rentrer dans les habitudes. Et je pense que d'ici 2-3 mois, on va voir que les accidents vont se produire. Franchement, en plus de l'excès de vitesse, il faut également... Il faudrait d'abord commencer par contrôler l'excès de vitesse. Parce justement, c'est important. Des causes des accidents sur nos routes. Abbas, il y a un temps, quand vous devez prendre la moto, que ce soit vous, le passager ou le conducteur, vous devez mettre vos casques. Mais entre-temps, personne ne respectait plus. Aujourd'hui, on revient avec cette situation. Même ceux qui... C'est encore pour 3 ou 6 mois et puis on laisse tomber. C'était le cas il y a quelques années où les deux passagers doivent avoir le casque. Et après tout, c'est tombé. Et finalement, avec les accidents qui ont commencé, le ministre de la Sécurité a jugé bon de reprendre avec les casques. Et on n'a pas insisté sur le fait que le passager ait son casque. Mais maintenant, on insiste. Mais le problème qui s'est posé et puis les passagers ne portent pas de casque, c'est le problème sanitaire. Parce qu'un seul casque, que le Z, prenons un Z bien un D, un seul casque, il a son casque qu'il porte depuis le matin, mais le second, qui est le passager qui va transporter. Chose que porte tout le monde. Voilà, il va. Pour éviter ça, chacun peut se payer son casque. Bon, si chacun peut se payer son casque, là, normal. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un veut aller au marché, où tu sors pour aller au boulot, tu n'as pas de moyen, tu as ton casque.
C'est ça qui est un peu encombrant pour les gens. Donc, quand on a pris cette décision, je ne pense pas que ça serait rigoureuse. Hein, parce que là, quand les gens ont commencé par parler du problème sanitaire au niveau des têtes et autres, là, c'est ça le problème. Parce que pour traiter un problème d'infection, par exemple, c'est beaucoup d'argent, mais le casque, c'est à 5 000. Oui, c'est à 5 000, mais est-ce que ça a rapporté des ménages? Le problème, moi, c'est pas ça. Les coûts des accidents, c'est le respect du coût de la route. Les gens ne respectent pas le coût de la route. Quand vous voyez des gens, les gens sont garés au niveau du feu rouge, quelqu'un vient vous faufiler entre les gens et puis s'en va, alors que d'autres sont déjà engagés, et il crée un accident. On parle des essais de vitesse. Quelqu'un qui voit que la route, quand vous prenez la route maintenant à Palémé et le mot Palémé, là, sur la route des deux, il faut voir les accidents qui se produisent là-bas. La route n'est pas encore livrée, mais quand on dit que c'est bon, tout le monde roule à tonneau ouvert. Et même celui-là qui est là pour traverser a des difficultés pour le faire. Et très souvent, c'est des accidents qui roulent. Il faut attirer la conscience et la responsabilité des gens, des conducteurs, et les sensibiliser. Parce que pour le moment, quand on dit port de casque là, on peut porter le casque et mourir. Parce que le casque, vous tombez si le coup est dur, votre tête va se casser dedans, et lorsqu'on va lever le casque, c'est l'hémorragie. Donc tout ça là, il faudrait faire de telle sorte qu'on sensibilise les gens. Il y a les syndicats des conducteurs qui peuvent le faire, des conducteurs de moto qui peuvent le faire en leur sein. Et d'abord, et ensuite encore, il y a le problème de permis de conduire catégorie A. Qu'on n'a pas pu régler. Qu'on n'a pas pu régler. Et maintenant, c'est le cas. Parce que 90%, je dis 90% même des conducteurs de Zémijan, taxi moto là, 90% n'ont même pas de permis. Des gens qui sont là qui ne connaissent même pas le code de la route. Et ils circulent comme bon les semble. Alors qu'en principe, c'est ça qui devait être la première des choses qu'ils devaient faire, c'est-à-dire connaître le code de la route. Si le feu est rouge, je m'arrête. Il y a certaines situations où je ne peux pas passer. Il y a des, comment on dit ça, les priorités à respecter. Les gens ne respectent pas les priorités là. Ils croient que quand il est engagé sur sa moto, il s'en va. Il ne regarde, il ne sait même pas priorité à droite. Donc nous continuons à rouler ça. À base de sensibilisation, oui, je suis d'accord, sensibilisation, oui. Mais je pense que il y aura quand même des prévisions. Parce qu'on se connaît dans ce pays. Ce qu'il faut faire, en plus de ces sensibilisations, je pense qu'il faut sévir. Et c'est là. Mais on n'a pas pu sévir quand il s'agit de permis de conduire. Justement, c'est ce que je dis, j'en viens. D'excès de vitesse. Oui, tout ça là, ça fait partie. Il faut sévir. Il faut sévir. Commencer par sanctionner les gens. Quand les gens vont sortir, on voit que tu n'as pas porté de casque. Tu as excédé la vitesse qu'il faut sur la route et qu'on te prescrire, on te donne un ticket de 50 ou bien 20 000 francs que tu dois payer. Je pense que le lendemain, quand tu vas aller payer le lendemain, avant de pouvoir rouler, tu vas quand même tourner 1000 fois et terminer avant de pouvoir aller sur ce terrain. Et c'est en cela, moi je dis, la balle est dans le camp des dirigeants, des autorités. Ça, il faut le dire. La balle est dans le camp des dirigeants. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont inconscients. Quand je parle des gens inconscients, je ne peux pas imaginer que, Anita, vous savez que quand vous prenez votre moto et quand vous roulez à excès de vitesse, vous pouvez faire un accident et en mourir. Dans excès de vitesse. Non, et en mourir. Mais vous le faites quand même. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que vous savez que quand vous allez excéder dans la vitesse, vous pouvez faire un accident et en mourir. Mais non seulement, mais vous le faites. Ça veut dire que les gens sont inconscients. Maintenant, pour cela, si cela pouvait s'arrêter, personne ne vous attend là. Justement, si cela pouvait s'arrêter à eux seuls, c'est encore mieux. Parce qu'en allant, vous pouvez percuter un innocent. Et c'est là-bas que c'est grave. Moi, je pense que la balle est dans les camps des autorités. C'est comme ce qui s'est passé avec cette histoire de braquage.
Et le ministre a sorti pour pouvoir mettre une disposition pour dire que, bon, voilà, désormais, lorsque vous allez faire une opération au-delà de 20 millions, je pense qu'il faut chercher à ce qu'on puisse vous accompagner. Il faut prendre les dispositions et il faut les appliquer. On devait normalement parler, mais on n'a pas. Justement, il faut les appliquer, il faut quand même sévir. Et que la population sache que c'est comme ça. Quand vous violez un feu tricolore, bon, attends, actuellement, les gens se méfient. Parce qu'il y a des policiers qui se positionnent dans différents... Non, les policiers, il suffit que vous violez. J'ai vu une scène, ça me fait rire. Quoi. Le policier, il était dans le corner, le gars, il a violé, mais il a arrêté. On l'a pris en même temps. Et on le fait le ticket, tu vas payer. Demain, je pense que tu ne vas pas poser le même acte. Il faudrait qu'on fasse la même chose au niveau des excès de vitesse, au niveau du port de casque, et vous allez voir que ça va rentrer dans les acquis des Togolais, et les Togolais vont se rendre compte que ce n'est pas bien. Il y a des quand choses même de sortir. qu'il ne faut pas faire. Eh bien, on continue avec le Mania libéré, maintenant le vieux. Vous avez parlé de taxes d'habitation et factures d'électricité. Comment ça marche, Abbas? Nous nous posons la question, ça marche comment? Désormais, les populations vont payer la TH, comme on l'appelle. Les ménages vont la payer, les locataires vont la payer, c'est ça. Mais ça ne va pas être payé directement comme on le faisait avec les sociétés. Ça va être défalqué au niveau des factures de la CET. Mais dans une maison de location, par exemple, c'est le propriétaire qui va payer la facture. Non. Comment ça va se faire? Mais c'est pas, si c'est le propriétaire qui paie la facture, ça dit que la facture vient. Oui, si c'est dans une maison, dans une cour commune, comme ça, on paie, la facture vient, on distribue la facture, on fait les frais de chacun, tout un chacun, donc on distribue, c'est dans ça, dans la collecte de ce fonds-là, le propriétaire va, si c'est lui qui fait la facture qui distribue la facture des locataires, il le fait en tenant compte de ça. Parce que la facture est montée. Il y a des propriétaires qui vendent le kilowattheure. Vous pouvez aller dans une maison, vous dites le kilowattheure c'est à 150 francs, le kilowattheure c'est à 200 francs. C'est propriétaire aussi. Non, en fait, ils sont piégés, non? Oui, ils sont piégés, mais le problème n'est pas là-bas 150, 200 francs. C'est-à-dire la facture vient, tu distribues la facture par rapport à chaque locataire. Le problème, moi je ne trouve pas où le problème va se poser parce que c'est une facture qui va arriver pour la maison. Et quand cette facture arrive souvent, le propriétaire fait tout, ou bien le chargé de cette facture-là fait tout pour que tout le monde paie sa part. Donc dans ça, aujourd'hui, c'est que la facture va connaître une augmentation. On a greffé les frais de TH sur ça et que la facture va gonfler. Donc c'est un petit problème de distribution de facture. Mais si toi tu as seul chez toi et qu'on t'amène la facture, même ceux qui ont cash power vont payer cette facture-là. Donc cash power, vous n'allez pas... Cash power, c'est via nos téléphones rapidement. Oui, via le téléphone, mais c'est greffé dedans. Vous payez à la société va défalquer pour le tiers. C'est-à-dire vous payez votre cash power. Maintenant, le nombre de kilowattheures qu'on vous vendait va diminuer. Okay. Ce qui veut dire que quand la société arrive, la société défalque, c'est qu'elle a et elle remet ce que la taxe d'habitation à l'OTR. Et cette taxe-là, ce n'est pas fait pour que les ménages viennent pour le trésor public. C'est des taxes qui sont faites pour le développement des communes. Ça coûte des communes qu'on a élaboré ces taxes-là, puisque les taxes qui vont au niveau du trésor, c'est les taxes des sociétés que nous payons. Ici, même quand vous allez à l'OTR, la radio, la télévision, vous payez les taxes. Vous payez la TH. Le Mania paye la TH, le messager paye la TH. C'est des sociétés. Maintenant, c'est devenu locataire individuel, c'est-à-dire nous-mêmes, moi je suis locataire, je peux payer la TH chez moi, je paye la TH de mon service égal. Et vous payez au niveau de votre service, c'est vrai que nous n'avons plus assez de temps. Rapidement, Tchabouré, un mot par rapport... Non, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et on espère que... Actuellement, l'OTR est en conférence de
presse. Oui, non, ils ont déjà fait. Il y a un travail même qui est en train d'être Il y a fait. eu une autre conférence De presse aujourd'hui, oui. À l'hôtel de De février. février. Collégialement, un atelier qu'ils sont en train de faire. collégialement avec les techniciens de la CET, il y a un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui sur le terrain pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut travailler. Vous avez parlé des histoires de ménage, de plusieurs ménages, justement c'est en cela que je pense qu'ils sont en train de travailler. On espère que ce travail quand même va porter les fruits pour éviter des mélanges, des méli-mélos, pour pouvoir permettre quand même à nous, je pense que c'est ça qui est essentiel. Et il faut permettre quand même à nos communes d'évoluer. On dit qu'on veut aller vers la décentralisation. Et on est en train d'aller, on a déjà fait et on est en train d'évoluer. Il faut quand même les moyens pour que ces communes puissent évoluer. Et c'est en tout et tout, c'est l'explication qu'il faut donner à la population pour que les gens comprennent. Et c'est en cela qu'il y a un travail qui va être fait. C'est vrai que l'OTR nous a associés pour pouvoir faire le relais, mais il serait encore souhaitable que l'OTR et la société fassent des émissions eux-mêmes pour expliquer à la population comment est-ce que ça va se passer et le bien fondé quand même de cette taxe qui les gens pensent que c'est une taxe qui est venue se greffer et que c'est vrai, ça c'est encore un coup de marché sur la tête de la population. De la population, c'est vrai que nous traversons des situations difficiles avec la vie chère, mais je pense qu'avec les explications, chacun comprendra que cette taxe-là, c'est pour le faux et c'est pour le bien de notre pays, de nos communes. Merci à vous, Tchaboré, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Abbas, merci à vous également d'avoir participé à cette émission, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous suivrez la rediffusion de cette émission aujourd'hui à 20h. Moi, je vous retrouve mardi à partir de 10h. Au revoir.